Un adolescent de 17 ans poignardé. Une autre femme assassinée. Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle. Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont. En manchette dans cet épisode, Québec présente son plan pour rattraper les chirurgies en attente dans la province. La Coalition Avenir Québec déposera un projet de loi pour hausser le salaire des députés québécois. Le gouvernement fédéral dévoile le nouveau passeport canadien qu'il sera possible de renouveler en ligne et qui ne fait pas l'unanimité dans son esthétisme. Et l'élu américain George Santos arrêté. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. C'est ce matin que le ministre de la Santé, Christian Dubé, a annoncé son nouveau plan de rattrapage en chirurgie. Il est en compagnie du président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, le Dr Vincent Olivia. Et puis, les médecins spécialistes et Québec vont investir ensemble 400 millions de dollars pour amener... Mais c'est l'argent des spécialistes. Techniquement, c'est dans la récupération. Les gens là, qui ont une bonne mémoire, quand la CAQ avait été élue la première fois, en 2018, un des engagements de leur programme, c'est de récupérer de l'argent des médecins spécialistes. On se demandait tous, ouais, mais ils vont-tu vraiment enlever de l'argent aux médecins? Et qu'ils l'ont jamais totalement enlevé, mais ils ont fait une entente où les médecins se sont engagés. T'sais, on riait un peu de ça, l'Institut de la pertinence, mais ils ont vraiment, avec l'Institut de la pertinence, enlevé certains actes médicaux, baissé la rémunération des médecins spécialistes. Et là, il y a des montants non déboursés. Oui, exactement. Donc, les médecins spécialistes réinvestissent eux-mêmes. Donc, les infirmières, les salles d'opération, donc les chirurgies en surplus qui vont se faire les soirs, les fins de semaine, c'est à même l'enveloppe. Bon, on a une partie, on va dire, le médecin spécialiste va travailler plus, mais il va faire des chirurgies, mais dans l'ensemble, c'est pour ceux qui y croyaient plus du tout, il y a quand même quelque chose, il y a quand même une réelle récupération. Oui, puis les objectifs du plan sont assez ambitieux. Marion, on veut passer dans ce moment là, aux 17 512 opérations en attente à 2 500 d'ici le mois de décembre 2024. Il y a une cible en plein milieu le 31 mars 2024 à 7 600 et chaque région du Québec va devoir se fixer un objectif de réduction d'attente en chirurgie. Donc, on va investir cet argent-là, entre autres, comme tu le disais, pour ouvrir des salles d'opération, rémunérer les employés, mais surtout les employés qui vont accepter de faire des heures supplémentaires dans des périodes qui sont défavorables. On parle des soirs, fin de semaine, jours fériés également. Mais c'est là qu'il faut faire le rattrapage, parce que quand tu fais un rattrapage... Là, on parle de rattraper les gens qui sont en chirurgie hors délai, donc au-dessus des délais d'attente normalement médicalement requis, à cause de la pandémie. Et il y en a pas mal. Il y en avait 23 000, c'est réduit à 17 000, mais c'est encore énormément. Sur 160 000 hors délai qui sont en attente, il y en a 17 000 qui sont hors délai. Oui, puis là-dedans, c'est pas tous des gens, évidemment, là, ça ne menace pas leur vie, leur survie, mais c'est quand même, c'est bien fatigant pour bien des gens là, d'avoir de la misère à marcher, à se déplacer. En orthopédie, exactement, en orthopédie, des cataractes, la vue. Tu sais, on dit que c'est pas essentiel, mais c'est quand même pas mal essentiel. Ouais. Donc, c'est une bonne nouvelle pour les gens. Comme on fait souvent l'image, les gens qui attendent à côté du téléphone pour avoir l'appel, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, on règle pas ça en peu de temps. Là. C'est jusqu'en décembre 2024. Oui, puis ça, c'est l'objectif. Évidemment, on va tenter de l'atteindre par tous les moyens. Puis tous les moyens, mais il y en a une panoplie. Parce que déjà, il y a des salles de chirurgie au Québec qui sont pas actives parce qu'on manque de personnel, qu'on a de la difficulté à avoir tous les corps de métier qui y participent. Là, on va investir cet argent-là pour ça, mais on a aussi l'intention de signer du côté du gouvernement des nouvelles ententes avec les cliniques privées pour leur confier à nouveau des opérations. C'est quelque chose qu'on avait fait durant la pandémie. Et là, cette fois-ci, ce sera pas là comme ça avait été fait là, de gré à gré durant l'urgence sanitaire. Par contre, on va faire des appels d'offres en bonne et due forme pour tenter justement là, de faire contribuer le privé aussi pour rattraper les chirurgies. Donc, on sort l'artillerie lourde là, quand même, Mario, pour tout ça, à voir si ça aura l'effet escompté. Il y a bien des gens qui doivent attendre. Est-ce qu'on aura les infirmières? Parce que dans l'entente, d'ailleurs, certains ont posé la question, est-ce qu'on n'aurait pas dû avoir les infirmières partie prenante à l'entente? Peut-être que c'était pas faisable. Parce que là, on offre de la rémunération aux infirmières sur une base volontaire. Pas de TSO, pas de temps supplémentaire obligatoire. On dit, on va faire marcher les salles d'opération le soir et la fin de semaine avec des infirmières qui vont se rendre disponibles sur une base volontaire, qui le feront pas bénévolement, qui vont être payées, puis qui vont être payées très correctement, mais quand même, sur une base volontaire. Ça, on n'a pas de garantie.
On tend la main aux infirmières, mais s'ils s'en présentaient moins que prévu, est-ce que ça pourrait ralentir le programme de récupération? Autre débat à la Chambre des communes, celui-là sur le salaire des députés. On veut déposer un projet de loi demain à l'Assemblée nationale pour augmenter de 30 000 $ la rémunération des députés. Tout ça là, avec l'argument de vouloir attirer des gens aux prochaines élections, des nouveaux députés, des nouveaux candidats avec un salaire qui est plus concurrentiel. Le whip en chef du gouvernement de la CAQ, Éric Lefebvre, a même dit aujourd'hui qu'il y a des candidats qui avaient été approchés par la Coalition Avenir Québec qui avaient décliné l'invitation parce qu'ils trouvaient que le salaire n'était pas assez élevé. Je rappelle qu'en février dernier, on a mandaté au bureau de l'Assemblée nationale un comité, 2 ex-députés, Lise Thériault, Martin Ouellette, un spécialiste en ressources humaines également, qui se sont consultés pour revoir le salaire des députés. Et donc, on avait suggéré cette augmentation et le projet de loi, là, ce qu'il ferait, c'est d'entériner là, les recommandations de ce rapport-là en lui-même. Jusqu'ici, le Parti libéral, l'opposition officielle, semblait vouloir aller de l'avant avec la même mesure, mais c'est Québec solidaire là, qui est vraiment d'avis contraire en ce moment, qui dit qu'on pourrait attendre aux prochaines élections, justement, là, pour augmenter le salaire des députés. Je crois qu'ils étaient contre, et c'est un peu la petite twist qu'ils ont trouvée en entendant Éric Lefebvre, le whip du gouvernement de la CAQ, dire nous, pour recruter des candidats pour la prochaine élection, c'est comme si Québec solidaire le pognait à son propre jeu. Si le but, c'est de recruter des candidats à la prochaine élection, rendez ça effectif au lendemain de la prochaine élection. Donc, vous pourrez recruter vos candidats ou tous les partis pourront recruter leurs candidats. Mais on se comprend que moi, je pense depuis longtemps que les députés... En fait, pour moi, le plus gros signal que les députés ont un problème avec leur rémunération, c'est leur place dans la hiérarchie gouvernementale. C'est-à-dire que quand tu regardes aujourd'hui les salaires là, des sous-ministres, des adjoints aux sous-ministres, des directeurs régionaux des ministères, là, tu descends... Tu dis, oups, à un moment donné, les députés arrivent. Oui, ils sont vraiment pas. Non, ils sont pas dans le haut de priorités. l'échelle. Non, ils sont pas dans le haut de l'échelle. C'est-à-dire que des gens qui gagnent plus que ça aujourd'hui, il y en a plein dans la fonction publique. Oui, pour référence, on passerait, là, on est à 101 561 $ en ce moment, on passerait à 131 766. Évidemment, il faut prendre c'est une là-dedans. augmentation significative. Là, quand même. Il y a l'allocation de dépenses aussi qu'il faut compter, là, ce qui additionne le salaire presque à 170 000 $. Oui, mais l'allocation de dépenses, c'est une allocation de dépenses. C'est que les députés, faut tout dire, n'ont pas de compte de dépenses. Non, ils se déplacent partout. Les gens pensent que l'allocation de dépenses, c'est un cadeau, puis qu'ils ont un compte de dépenses à côté où tu mets comme dans une job, tu mets ton kilométrage, tes repas. Le député n'a pas d'allocation, n'a pas de compte de dépenses. Donc, son allocation de dépenses a été versée. Bon, pour le meilleur et pour le pire. Un député qui se pogne le beigne, qui est dans un côté sûr, qui est sûr de regagner, ou qui est lâche, ou qui est paresseux, puis j'en ai connu, puis qui était souvent dans le sud, puis il y a le même... ça dépend, là, c'est dans des comtés ruraux. Plus tu as du kilométrage, l'allocation, elle varie un petit peu, là. Mais je veux dire, il y a le même compte de dépenses, la même allocation de dépenses que celui qui est tout le temps dans son véhicule, qui court d'un village à l'autre, qui va voir les gens chez eux, qui va à Québec, qui retourne dans le comté un mercredi soir, même s'il faut qu'il revienne dans la nuit pour être à Québec le lendemain. Vaillant, pas vaillant, t'as le même dépense. Oui. C'est sûr que ça peut être injuste pour certains, insuffisant pour certains, puis trop pour d'autres, mais c'est ça que c'est. Oui, il y a aussi le régime de retraite qui rentre en compte, aussi des députés aussi auxquels il faut additionner. C'est plus difficile de faire le calcul. On l'a arrangé. Le régime de retraite, quand même, il faut tout dire là, au Québec, on l'a arrangé sous René Lévesque. Pas avant hier, sous René Lévesque. Donc le régime hyper généreux qui existait avant a été remplacé par un régime généreux, c'est vrai, mais généreux normal. Dans le sens que les députés cotisent à leur régime de retraite, toutes les ans de cotisation, puis t'en accumules, puis c'est plus toute l'histoire, mais c'est fou comment les choses... Il y a encore des gens, t'entends encore ça, là. Si un député est réélu pour un deuxième mandat, il va avoir sa pension. Ça, il n'y a plus rien de ça qui existe. À cette heure, si t'es député pendant 2 mois de ta vie, tu démissionnes, tu vas avoir une pension. Peut-être avoir 18 $ par mois. Non, mais dès que tu as contribué, tu as droit à une pension. C'est sûr que si tu as été là très longtemps, c'est plus. Mais c'est pas... je veux dire, c'est
pas disproportionné là, par rapport à d'autres, par exemple, à des hauts fonctionnaires, ou encore moins par rapport aux des présidents de sociétés d'État qui signent des pensions pas mal plus intéressantes que les élus. Oui, là-dedans, il y a les journalistes à l'Assemblée nationale qui ont couru les corridors pour interroger les candidats un peu partout. Ils ont interrogé le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, qui, lui, trouvait ça légitime de s'occuper de la rémunération des élus, mais quand on lui a demandé si l'augmentation de salaire allait faire une différence dans son cas, il a dit non, mais je suis pas un cas normal là. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est du bon Fitzgibbon quand même. C'est du bon Fitzgibbon. Non, mais pour vrai, là, c'est sûr qu'il n'est pas à 30 000 piastres près. On s'entend. C'est du change pour lui, mais au moins il le dit. Il fait pas tu sais, il veut dire, s'il faisait semblant, on dirait qu'il nous niaise. Là, là, il dit la vérité. Actualité. Tout savoir en 24 minutes. Un nouveau passeport canadien tout frais a été dévoilé ce matin par le ministre de l'Immigration, Sean Fraser. Toutes sortes de nouvelles, de nouveaux avantages aussi qui viennent avec tout ça. Le premier, bien évidemment, c'est qu'on va pouvoir renouveler le passeport en ligne dès cet automne. C'est ce qu'on a garanti. Fini l'attente en ligne pendant 6-7 heures de temps. Beau temps, mauvais temps. Donc, mais c'est une occasion de connaître des gens. De rencontrer le peuple, de frayer avec ses semblables. Pour tout le monde, de connaître des gens, de se faire de nouveaux amis. Quand tu vas attendre un 5-6 heures pour ton passeport, là. Mais je suis sûr que tu vas pouvoir encore te rendre en personne, Mario, si le désir t'en prend. Il y aura peut-être moins foule, par contre. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui vont choisir de renouveler le passeport de cette manière-là. Donc, c'est ce qu'on a promis aujourd'hui. En plus, on change le passeport lui-même, physiquement, qui va être différent. Premièrement, sur le terme technique, on va avoir toutes sortes de nouvelles mesures pour contrer les fraudeurs, là, pour rendre le passeport vraiment inimitable, qu'il soit maintenant avec des pages, entre autres, en polycarbonate, où on a gravé les informations des gens directement au laser au lieu de les imprimer à l'encre, ce qui va rendre la copie beaucoup plus difficile. On a des pages, des kinégrammes holographiques là, qui changent selon l'angle de vision. Bref, toutes sortes de mesures maintenant pour rendre le passeport difficile à copier. Maintenant, au niveau de l'esthétisme, Mario, c'est là que ça a moins bien passé aujourd'hui. Et des symboles choisis. Parce qu'on a... Ouais, symbole. Parlons-en. On a changé vraiment là, le design graphique à l'intérieur des pages du passeport. Parce qu'avant, on avait, par exemple, Samuel de Champlain, fondateur de Québec, de la Nouvelle-France. On avait le monument commémoratif du Canada, Vimy, la police montée, une statue en l'honneur de Terry Fox. Bref, plein d'iconographie là, de l'histoire canadienne. Mais tout ça, maintenant... Pouette, c'est parti. Désormais, c'est des paysages canadiens au travers les saisons. Quelqu'un qui pelte, un homme qui saute dans un lac, des épis de maïs, des canotiers autochtones, flocons de neige, puis des animaux emblématiques du pays, comme le caribou, l'ours, le harfang des neiges et même... l'écureuil, semble-t-il, et c'est ce qui a fait sauter les plombs à Pierre Poilievre, le chef conservateur, chef de l'opposition officielle à Ottawa, qui a eu la phrase suivante: ils ont effacé la crête de Vimy pour mettre un écureuil, l'image d'un écureuil mangeant une noix. Donc Mais à la fois, tu sais, des fois, je trouve que Poilievre exagère. Mais là, cette fois-ci, l'image est trop bonne. Je suis mélangé entre il exagère un peu, puis il grossit ça, puis il a mauditement raison. Parce que je veux dire, il reste que... on est en train de bâtir un pays sans histoire, sans valeur. Tu sais, la crête de Vimy, là, c'est... Je suis allé en France, je suis allé à dire... Encore aujourd'hui, là, c'est souligné, les Français, un monument, les personnes âgées dans le village connaissent ça, les Canadiens, tu sais, c'est l'histoire avec un grand H. Ouais, puis des gens qui ont sacrifié leur vie. Ah oui, absolument. Puis, et là, tu te dis, OK, là, ces symboles-là, ils n'ont plus leur place, ne peuvent plus exister. Symboles militaires, les symboles d'aujourd'hui, c'est un flocon de neige, un écureuil qui mange une noix. On saisit bien là, que ça, c'est complètement inoffensif. C'est pas l'armée, c'est pas un symbole. Même Samuel de Champlain, là, qui a probablement dit qu'il voulait 3 liens à Québec. Quand il a fondé Québec, il voulait 3 liens. Donc, il était pour le 3... Exact! Et c'est du colonialisme. Non, mais c'est tout ça. Mais tu dis, OK, fait qu'on est en train de bâtir un pays de Walt Disney. Là, un pays sans valeur, sans histoire, sans attache avec le passé, sans rien. Peut-être perpétuer même des stéréotypes là, canadiens. Tu vas ailleurs, puis les gens imaginent qu'on vit dans des igloos, puis qu'on va à l'école à dos d'orignal. Puis là, tu mets les belles images d'orignaux dans ton passeport, tu mets des flocons de neige, puis tu dis, c'est ça, le Canada, c'est de la neige, des orignaux, puis that's it. Mais ça, les flocons de neige, c'est sûr que c'est une obsession de Justin Trudeau. Il en a mis sur la couronne, la nouvelle couronne, le symbole canadien, l'armoirie du roi. Il a remplacé la croix, qui est un symbole religieux très négatif, par le flocon de neige.
C'est beau, la neige. Puis là, maintenant, dans le passeport, il y a le flocon de neige. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec Justin Trudeau et les flocons de neige. Mais en plus, maintenant, c'est le symbole du CF Montréal, Mario. Le flocon de neige? Ben oui, t'as jamais remarqué le nouveau symbole du CF Montréal? C'est comme un gros flocon de neige gris. Là, je t'apprends pas ça. Hey, on a eu ça, la neige. Est-ce quelqu'un qui va le comprendre? Ce matin, controverse sur les réseaux sociaux après qu'on ait partagé le message que des enseignants d'une école primaire de Québec avaient décidé d'envoyer. Comme quoi, on aurait décidé, dans cette classe-là, de ne pas souligner la fête des mères ou encore la fête des pères avec les élèves de cette année. On voulait plutôt considérer l'hétérogénéité des familles, donc des élèves de deuxième année de l'école de la Chanterelle qui n'ont pas de parents, pas de père, pas de mère ou vivent en famille d'accueil. Et on voulait plutôt souligner la fête des parents, donc avec les bricolages habituels et tout ce qui vient à l'école, mais ça a soulevé tout un tollé sur les réseaux sociaux, si bien que les professeurs et l'école ont dû faire marche arrière après consultation avec la direction et on va bel et bien souligner la fête des mères et faire le bricolage habituel pour le 14 mai, mais ça avait soulevé un tollé, ça, sur les réseaux sociaux, Mario, de pas... Avec raison. Je pense que... Puis on parle de la bienveillance, là, faudrait, tu sais, ceux qui défendent ça, mais c'était fait avec une bonne intention. Faut pas en débattre. Non. D'abord, comment ça se fait qu'ils ont même pensé à ça, enlever la fête des mères? De toutes les époques, il y a des enfants qui n'ont pas de père, pas de mère, décédés, partis après une séparation, on fuit. Puis on a toujours réussi avec bienveillance à insérer ces enfants-là, à les inclure dans l'événement sans qu'on leur retourne le fer dans la plaie. Mais là, faut-tu arrêter de faire... Ça peut pas être la minorité qui mène à ce point-là. Les gens doivent apprendre que chacun a sa situation personnelle puis qu'on en tient compte. Mais, voyons, enlever la fête des pères, la fête des mères... Mais c'est... On va dans un extrême pour tenter de corriger des inéquités. Ouais, c'est ça l'air du temps, des extrêmes pour corriger les inéquités. Et là, t'as l'autre extrême. Évidemment, t'as Éric Duhem qui voit l'opportunité et qui, lui, le tambour et trompette, on multiplie ça, grossit ça, mais en même temps, il n'est pas complètement tort. Il marque énormément de points politiques parce qu'il y a une majorité qui n'en peut plus de tous ces exemples de wokisme. Et Éric Duhem n'a pas fini, Mario. À ce qui paraît, demain, il risque d'annoncer les résultats d'un sondage léger sur les drag queens au Québec. Encore une fois, je pense qu'il va essayer de brasser la sur les drag queens, je suis moins sûr. Sur la fête des mères, il avait raison. Sur les drag queens, il faudra regarder ça plus. Mais je reviens sur ta nouvelle du passeport, nouvelle de dernière heure. Le maire de Port Coquitlam, la ville de naissance de Terry Fox. Terry Fox, qui était une des icônes... Une des images dans le passeport. Une des images dans le passeport. I am the mayor of Terry Fox hometown. Donc, je suis le maire du village natal de Terry, de la ville natale de Terry Fox. Quiconque a pris cette décision de retirer Terry Fox du passeport canadien a besoin de se faire brasser. Notre pays a besoin de plus de Terry Fox, pas de moins. Et donc, le maire de la ville natale de Terry Fox, qui est extrêmement frustré de cette décision, donc de retirer. Donc, il y a des gens qui réagissent au retrait des symboles historiques du passeport canadien pour les remplacer par des flocons de neige, des écureuils, des fougères. Tout savoir en 24 minutes. Le CF Montréal, on en parlait tout à l'heure, avec un beau flocon sur le torse, Mario, c'est leur symbole, ont pris une décision qui est assez drastique, merci, suivant une vidéo qui est devenue complètement virale avec au-dessus de 500 000 visionnements qui démontrait une bagarre au stade du Toronto FC mardi lorsqu'il y a une partie au BMO Field et on voit des partisans qui s'affrontent. Difficile de voir qui a commencé, qui représente quelle allégeance. Là, on n'a pas de décussion précis sur les uniformes, mais vraiment des dizaines de personnes qui se battent avec force dans les estrades et comme ça a eu beaucoup de tirants d'eau, le CF Montréal a décidé de prendre la décision de fermer la section pour les partisans du club de Toronto FC qui sont censés venir en ville samedi et donc on va rembourser tous leurs billets, viendront à une date ultérieure, mais vraiment on les empêche. C'est radical, là. C'est très radical. On dit qu'on est en discussion avec Canada Soccer, la MLS, le Toronto FC, que c'est des décisions qui sont prises, tout le monde en ensemble, mais parce vraiment, c'est spécial. À la base, des images qui circulent là, de brasses camarades, de batailles dans les estrades, les partisans du CF Montréal qui ont vécu ça, qui ont été victimes de ça, disent avoir averti la sécurité là-bas
de s'occuper de leur section, qu'ils craignaient que ça allait arriver. Et donc, eux autres, ils en veulent vraiment à la sécurité. Oui, qu'il leur aurait garanti une sécurité, puis finalement, il y avait personne, ils n'ont rien fait, ils dormaient au gaz. Puis de ce que je comprends de la vidéo, c'était même avant le match, de ce que je comprends, les gradins sont pas encore complètement remplis, là, c'est dégarni dans un coin, donc faut vraiment prendre en contexte là, tout ce qui s'inscrit autour dans cette vidéo-là. Mais vraiment, toute une décision de fermer une section comme ça, alors qu'un match s'en vient. Jusqu'où ça va aller? Là? Est-ce que ça veut dire, Montréal, Toronto, c'est quand même pas très loin. Est-ce que ça veut dire que pour une longue période ou pour toujours, les partisans montréalais peuvent plus aller voir le soccer, le CF Montréal à Toronto et vice-versa? Je sais pas. Économie. L'ex-présidente et chef de la direction de Vidéotron et de Verizon, Manon Brouillette, a accepté de prendre les rênes du conseil d'administration d'Hydro-Québec, va donc devenir la présidente du conseil d'administration de la société d'État. Ce qu'on comprend, c'est qu'on l'aurait approchée récemment pour devenir la PDG d'Hydro-Québec, mais qu'elle aurait refusé, mais elle aurait accepté quand même de devenir présidente du conseil d'administration parce que l'actuelle présidente, Jacinthe Côté, elle va quitter, ne renouvellera pas son mandat à la tête du conseil d'administration. Elle va prendre le chemin de la Banque royale du Canada. Et Mme Côté, quand même, qui était la première femme à présider le conseil d'administration. Donc, Mme Manon Brouillette deviendra la deuxième dès le 2 juin prochain. Elle a quand même une longue carrière dans les télécoms. 14 ans chez Vidéotron. Et elle a été nommée en juin 2021 chef d'exploitation de Verizon. 6 mois après... Ça a été plus difficile. Oui, puis 6 mois après, elle était nommée à la tête du géant américain des télécommunications. Mais oui, ça a été beaucoup plus difficile parce que l'action de Verizon s'est effondrée en bourse moins d'un an après qu'elle ait eu cette promotion. Elle a donc démissionné. Donc, on a réglé qui sera à la tête du conseil d'administration, mais toujours pas qui va devenir le président directeur général ou la présidente directrice générale d'Hydro-Québec. On dit que d'ici la fin du mois de mai, donc de ce mois-ci, on devrait avoir une réponse sur qui va prendre les rênes d'Hydro-Québec. Mais on se comprend que c'est une excellente nomination dans le sens que c'est une personne qui a géré de grosses organisations, connaît le fonctionnement des conseils d'administration, ce qu'on attend d'elle. Moi, je n'ai entendu... Les gens qui ont travaillé avec elle, je n'ai entendu que du bien. En termes de stabilisation d'Hydro-Québec, je pense que c'est une excellente nouvelle. Et personne ne pourra dire... c'est pas une personne qui a passé sa vie dans l'entourage de Pierre Fitzgibbon, puis c'est ceux qui craignaient que ce soit ça, là, quelqu'un trop près. Des nominations de personnes qui allaient des prolongements du bras de Pierre Fitzgibbon. Je pense que Manon Brouillette est reconnue pour avoir ses propres idées, ses propres orientations. Le Monde. L'élu républicain à la Chambre des représentants américaine, très controversé, George Santos, a été arrêté aujourd'hui, inculpé de 13 comptes de fraude financière. On parle entre autres de fraude électronique, blanchiment d'argent, détournement de fonds publics, fausse déclaration à la Chambre des représentants. Et quand je dis George Santos, c'était controversé même avant son arrestation, c'est parce que c'est un homme, un menteur compulsif, semble-t-il, qui aurait menti. Un fabulateur, là. Ouais, vraiment, là, un fabulateur, quelqu'un qui racontait toutes sortes de mensonges qui ont été inventés depuis son élection en 2022, là. Puis pas des petits mensonges au départ, là. Menti sur des emplois qu'il aurait eu, sur des écoles qu'il aurait fréquentées. Puis il y a eu toutes sortes d'enquêtes, là. Les médias appelaient, puis non, on n'a jamais eu M. Santos ici. Il n'est jamais venu à notre école. Il n'a jamais travaillé pour nous. Il a même dit qu'il était un Américain fier d'être juif, alors qu'il n'est pas de descendance juive, dit que ses grands-parents avaient fui l'occupation nazie, avaient fui les persécutions nazies parce qu'ils étaient juifs. C'est pas vrai non plus. Puis là, finalement, au travers de tous ces mensonges-là, il était parvenu à rester en poste. On ne l'avait pas foutu dehors du côté des Républicains qui ont besoin de la très courte majorité qu'ils ont dans ce dossier-là. Mais là, maintenant, on a des allégations beaucoup plus graves, Mario. Entre autres, il aurait escroqué des donateurs de sa campagne électorale, aurait transféré l'argent de la campagne vers son compte bancaire personnel, aurait perçu des allocations de chômage auxquelles il n'avait pas le droit du tout. Pour payer ses dettes d'études dans toutes ces universités prestigieuses. Non, il n'est pas allé. Dans toutes ces universités fictives. Et là, il a plaidé non coupable aujourd'hui et sorti sous caution. Puis on peut entendre Mario, il a tenté de se défendre devant le palais de justice. On peut entendre. To defend myself. The reality is it's a witch hunt because it makes no sense that in 4 months, 5 months, I'm indicted. You have Joe Biden's entire family receiving deposits from nine family members.
entendre que ça s'est pas très bien passé. Mario, il a repris des termes à la mode, c'est il a repris du Donald Trump. Witch hunt, une chasse aux sorcières. C'est ce qu'il a repris aujourd'hui pour tenter de se défendre en jetant le blâme sur la famille Biden, toutes sortes d'autres autres histoires fabuleuses. Et là, il va se retrouver quand même avec toutes sortes de comptes contre lesquels il devra se défendre en cours. Vraiment, un autre revers comme ça qui suit. Mais il a quand même réussi à endormir tout le monde pendant un temps. Là, il s'est rendu à être candidat républicain, élu, etc., avant que ces mensonges commencent avant que quelqu'un se rende compte que tout ce qu'il disait était pas fondé. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie. Tout savoir en 24 minutes.